Les coups ont commencé avant même que mon cerveau ne se réveille. Des coups sourds, métalliques, qui ne ressemblaient pas à ceux d'un voisin ni à ceux d'un livreur. Cela ressemblait à l'autorité, comme si quelqu'un avait décidé que je n'avais plus le droit de dormir chez moi. Je me suis assise brusquement dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. Pendant une seconde, je ne savais plus quel jour on était. Puis j'ai vu la faible lumière grise filtrer à travers les stores et l'horloge sur ma table de nuit. Juste après 6 heures du matin. Ma gorge était épaisse, comme si j'avais avalé du coton. J'ai enfilé un sweatshirt et je suis sorti dans le couloir, faisant attention à mes pas par habitude, comme si la maison risquait de se réveiller et de me gronder d'exister. Les coups ont recommencé, suivis d'une voix masculine. Police nationale, ouvrez la porte. Mes mains sont devenues glacées instantanément. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas hésité. J'ai bougé comme on bouge quand on a appris que la panique rend négligent. Et la négligence devient une histoire que les autres racontent sur vous plus tard. J'ai allumé la lumière du Porsche et j'ai regardé à travers le Judas. Un brigadier de police se tenait sur mon perron, en uniforme, gilet pare-balles noir, une main tenant un porte-bloc avec des papiers. Derrière lui, sa voiture de patrouille était garée le long du trottoir, tous feux éteints, comme s'il avait décidé de ne pas réveiller toute la rue. C'est alors que je les ai vus de l'autre côté de la rue, à moitié dans l'ombre. Mes parents se tenaient près de la boîte aux lettres du voisin, comme des spectateurs à un défilé. Les bras de ma mère étaient croisés. Les mains de mon père étaient dans les poches de son manteau. Ils n'étaient pas surpris de voir un policier sur mon Porsche. Ils étaient satisfaits. J'ai ouvert la porte en gardant la chaîne de sécurité. « Madame, » dit le brigadier, calme mais ferme. « Êtes-vous Camille Dubois ?»« Oui, » répondis-je. Il jeta un coup d'œil au papier. « Je suis le brigadier Leroux du commissariat de police. Je suis ici concernant une ordonnance d'expulsion. » Le mot expulsion m'a frappé la poitrine comme une bousculade. « C'est ma maison, » dis-je. Ma voix ne tremblait pas parce que je ne le permettais pas. Il doit y avoir une erreur. Le brigadier Leroux ne réagit pas. Il avait entendu cette phrase 100 fois et détestait probablement ce qui suivait à chaque fois. « Madame, » dit-il, « je ne suis pas ici pour débattre de la propriété. Je suis ici pour exécuter une décision de justice. » Je fixai la page dans sa main. Mon nom y était imprimé en lettres noires et nettes, comme si j'étais une locataire qui n'avait pas payé son loyer. Pas la personne qui payait la taxe foncière, remplaçait les tuiles du toit et avait planté l'arbre derrière la maison avec son grand-père quand elle était adolescente. Ma mère appela de l'autre côté de la rue, assez fort pour que sa voix porte. « Tu aurais dû faire ce que la famille demandait, » ajouta mon père, la voix plate comme un verdict. « Fais tes valises. Ça se passe aujourd'hui. » Les yeux du brigadier Leroux se dirigèrent vers eux, puis revinrent vers moi. Il baissa la voix d'un cran. « Avez-vous un endroit où aller ?» demanda-t-il. La question n'était pas gentille. Elle était procédurale, mais elle me tordit quand même l'estomac. « Je ne vais nulle part, » dis-je. « Pas tant que vous ne me montrez pas ce que c'est. » Il souleva légèrement la première page et l'inclina pour que je puisse lire sans sortir. C'était là, en gras. Ordonnance d'expulsion. Un numéro de dossier en dessous, le sceau du tribunal, la signature d'un juge que je ne reconnaissais pas. Mon pouls essaya de grimper. Je le contins. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas. Je ne demandais pas pourquoi à mes parents car je connaissais déjà la réponse. Ils n'avaient pas besoin d'une raison sensée. Ils avaient seulement besoin d'une raison qui paraisse acceptable aux étrangers. Je pointai la ligne vers le haut du document. Qui a déposé ça? Le regard du brigadier Leroux suivit mon doigt. Il hésita juste assez longtemps pour me dire que la réponse importait. « Madame, » dit-il prudemment. La partie demanderesse sur ce dossier est. Il s'arrêta au milieu de sa phrase, regarda à nouveau les papiers, puis me regarda, et son visage changea. Pas de choc, pas de pitié, mais de la reconnaissance, comme si quelqu'un venait de réaliser que le méchant se tenait bien en vue. Il s'éclaircit la gorge une fois et dit, « C'est déposé par Isabelle Dubois et Marc Dubois. » Mes parents ne firent même pas semblant d'être embarrassés. Le menton de ma mère se leva comme si elle était fière que cette ligne soit lue à haute voix. Je sentis quelque chose se figer en moi. Un calme propre et froid. Parce que si les plaignants étaient mes parents,
cela signifiait qu'ils ne m'avaient pas simplement menacé. Ils étaient allés au tribunal et s'étaient transformés en la partie raisonnable de l'histoire. Et s'il y avait une ordonnance, cela signifiait qu'ils avaient déjà obtenu un jugement sans moi. Je gardais ma voix égale. Quand ce dossier a-t-il été déposé? Le brigadier Leroux vérifia la page. Le jugement a été rendu la semaine dernière. La semaine dernière. Ma bouche devint sèche. J'étais ici la semaine dernière. J'étais allé travailler, j'étais rentré, j'avais arrosé les plantes, dormi dans ce lit. Je n'avais pas été au tribunal. On ne m'avait rien signifié. Pas d'huissier à ma porte, pas de lettre recommandée, pas d'avis scotché sur ma fenêtre. Où ai-je été signifié, demandai-je. Le brigadier Leroux baissa les yeux à nouveau et cette fois sa pose fut plus lourde. Il passa son pouce sur une section en scannant. Adresse de signification indiquée, 128, rue des Acacias. Je ne répondis pas car mon cerveau refusait déjà la réalité. La rue des Acacias n'était pas mon adresse, et ce n'était aucune adresse que j'avais eue dans ma vie d'adulte. C'était la petite location où mes parents vivaient il y a 15 ans avant de déménager. L'endroit avec une allée fissurée et une boîte aux lettres qui penchait comme une dent fatiguée. Un endroit où je n'avais pas mis les pieds depuis le lycée. Ce n'est pas mon adresse, dis-je calmement. Ce n'est pas là que je vis. La mâchoire du brigadier Leroux se serra légèrement. Il ne dit pas « je sais ». Il dit « c'est ce qui est sur le procès-verbal de signification ». Ma mère cria à nouveau, plus doucereuse maintenant, comme si elle jouait pour le policier. Nous avons essayé de faire ça à l'amiable, Camille. Tu nous as forcés. Je ne la regardais pas. Je regardais le brigadier Leroux. Pouvez-vous me montrer la preuve de signification, demandai-je. Il tourna une page en arrière. Prudent. Madame, je peux vous montrer ce que j'ai. Il l'inclina pour que je puisse lire. Une ligne indiquant que la signification avait été effectuée, une signature, une date, une heure, et une description qui me glaça le sang. Signification à domicile acceptée par une occupante adulte de sexe féminin, rue des Acacias. Occupante adulte. Rue des Acacias. Mes parents avaient utilisé une adresse qu'ils contrôlaient et prétendu que quelqu'un avait accepté les papiers en mon nom. Je regardais lentement de l'autre côté de la rue. Ma mère me rendit mon regard avec un visage calme et exercé, comme si elle avait déjà répété comment cette journée se déroulerait. Et à ce moment-là, je compris le véritable but de l'expulsion. Ce n'était pas juste pour m'humilier. C'était pour me presser, me forcer à faire mes valises, partir, perdre le contrôle de la maison, me rendre trop dispersé pour me battre à temps. Parce que si je ne trouvais pas un juge pour arrêter ça, la police me retirerait légalement du foyer que mon grand-père m'avait laissé. J'avalai ma salive une fois, gardant ma voix basse. Cette maison appartenait à mon grand-père, dis-je au brigadier Leroux. Il me l'a laissée. Le brigadier Leroux ne discuta pas. Il tint simplement les papiers plus fermement, comme s'il détestait être le système de livraison de la cruauté des autres. Madame, dit-il, si vous pensez que l'ordonnance du tribunal a été obtenue de manière irrégulière, vous devez contacter le tribunal immédiatement et déposer un référé d'urgence. Je ne peux pas vous dire comment faire. J'hochai la tête une fois. Je comprends. Il baissa les yeux, puis les releva, et sa voix devint encore plus prudente. Il y a encore une chose, dit-il. Cette ordonnance autorise la possession immédiate. Mon estomac se contracta. Immédiate. Il me regarda droit dans les yeux. Professionnel et pas méchant. Sans une suspension ordonnée par un juge, dit-il, je dois faire évacuer cette maison avant midi. Je ne restais pas là à discuter avec un policier à ma porte. Discuter aurait donné à mes parents ce qu'ils voulaient. Une scène, une histoire, et une raison de pointer du doigt et de dire que j'étais instable. Alors, je fis la seule chose qui comptait. Je constituai un dossier. Je demandai au brigadier Leroux de tenir les papiers stables pendant que je prenais des photos claires de chaque page. Le numéro de dossier, le sceau du tribunal, la ligne de signature, l'adresse de signification, les termes du procès-verbal. Puis je rentrai, fermai doucement la porte et glissai le verrou comme si cela pouvait m'acheter du temps. Ça ne le pouvait pas, mais la documentation le pouvait. Par la fenêtre, je pouvais encore voir mes parents de l'autre côté de la rue, observant comme s'ils attendaient que je commence à jeter des cartons sur la pelouse.
Ma mère avait cette même immobilité satisfaite qu'elle arborait quand elle pensait m'avoir acculé à l'obéissance. Je ne lui donnais pas la satisfaction du mouvement. J'attrapais mon portefeuille, mes clés, mon téléphone, engourdi, et une petite pochette inifugée du tiroir où je gardais les choses ennuyeuses qui deviennent une question de vie ou de mort quand d'autres décident d'être créatifs, la copie de mon titre de propriété, la lettre de distribution de la succession de mon grand-père, les avis de taxes foncières et l'assurance habitation à mon nom. Puis j'appelai le greffe du tribunal alors que j'étais encore debout dans ma propre cuisine. La ligne sonna 2 fois. Greffe civil, répondit une femme d'une voix vive. J'ai une ordonnance d'expulsion contre moi, dis-je calmement. Je n'ai jamais été signifié. J'ai besoin de savoir comment demander une suspension d'urgence et faire annuler un jugement par défaut. Il y eut une pause, des cliquetis de touches, le genre de pause qui signifiait qu'elle avait sorti le numéro de dossier et décidé de combien de pitié le système était prêt à offrir à 6 heures du matin. Quel est le numéro de dossier, demanda-t-elle. Je le lus sur la page. Elle tapa à nouveau, plus longuement cette fois. Puis sa voix changea, juste un peu moins scriptée. Madame, dit-elle, c'est une procédure pour occupation sans droit ni titre déposée par Marc et Isabelle Dubois. Jugement par défaut rendu la semaine dernière. Je n'ai jamais été signifié, répétai-je. L'adresse de signification indiquée est la rue des Acacias. Ce n'est pas mon adresse. Une autre pause. Plus de touches. Je vois le retour de signification, dit-elle prudemment. Il indique une signification à domicile acceptée par une occupante adulte de sexe féminin. Ce serait ma mère, dis-je. Et ma voix resta égale parce que si je me laissais aller à la rage, je perdrais du temps. Que dois-je faire tout de suite? Vous devez déposer un référé d'heure à heure pour suspendre l'exécution, dit-elle. Et une opposition au jugement. À quelle vitesse cela peut-il être entendu, demandai-je. Elle hésita. Cela dépend du calendrier du juge. Cela doit être entendu aujourd'hui, dis-je. Le policier dit qu'il doit évacuer la maison avant midi. La greffière expira doucement, comme si elle n'aimait pas ce qu'elle allait dire, mais qu'elle allait le dire quand même. Venez au tribunal dès l'ouverture, dit-elle. Apportez une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Apportez toute preuve que vous n'avez pas été signifié. Et si vous avez la preuve que vous êtes propriétaire du bien, apportez-la aussi. Je l'ai, dis-je. D'accord, répondit-elle. Et madame, ne tardez pas. Si l'ordonnance est exécutée, cela devient plus difficile. Plus difficile est signifier le genre de difficulté qui détruit les gens financièrement et appelle ensuite cela de la procédure. Je mis fin à l'appel, attrapai la pochette et retournai à ma porte d'entrée. Le brigadier Leroux était toujours sur mon porche, attendant avec la patience d'un homme qui n'aimait pas son travail. Mes parents étaient toujours de l'autre côté de la rue, immobiles. J'ouvris à nouveau la porte avec la chaîne. Je vais au tribunal, dis-je au brigadier. Je dépose une demande de suspension d'urgence. Il hocha la tête une fois. C'est ce que vous devez faire. Ma mère cria, un poison des plus doux, tu peux déposer ce que tu veux. C'est déjà fait. La mâchoire du brigadier Leroux se serra à son ton, mais il ne répondit pas. Il me regarda simplement. Madame, dit-il plus bas. Je n'ai pas le droit de donner des conseils juridiques, mais je peux vous dire ceci. Si vous obtenez une ordonnance de suspension signée, appelez immédiatement notre unité civile. Ils me donneront l'ordre de ne pas exécuter. Je comprends, dis-je. Pouvez-vous me donner le numéro de l'unité civile? Il hésita, puis l'écrivit sur le coin d'une carte et la glissa vers la fente de la porte. Mon père parla enfin à nouveau, plus fort cette fois. Fais tes valises. Ne rends pas les choses plus laides. Je croisis son regard de l'autre côté de la rue et gardai ma voix calme. Vous avez rendu les choses laides quand vous avez menti à un juge, dis-je. Le visage de ma mère se durcit, mais elle sourit quand même, comme si elle pensait que mes mots n'avaient plus d'importance. Je fermai la porte sans leur accorder une autre réplique. Puis je sortis par la porte arrière, contournai la clôture et montai dans ma voiture sans avoir à passer devant eux comme s'ils étaient propriétaires du trottoir. Sur le trajet vers le tribunal, le ciel s'éclaircit dans cette couleur pâle du matin qui rend tout inoffensif. Mes mains étaient stables sur le volant. Mon esprit ne l'était pas. Je n'arrêtais pas de penser à la rue des Acacias,
à mes parents signant des papiers qui m'étaient destinés et prétendant ensuite que le tribunal m'avait signifié. À la facilité avec laquelle un mensonge devient un jugement quand on ne sait pas qu'on est censé se présenter. Quand les portes du tribunal s'ouvrirent, j'étais déjà là. Le bâtiment sentait le désinfectant et le café rassis. L'agent de sécurité au portique de détection semblait à moitié endormi jusqu'à ce que je pose les papiers de l'ordonnance sur le plateau et dise « J'ai une expulsion en cours d'exécution aujourd'hui ». Son regard s'aiguisa. Il me fit passer plus vite que quiconque dans la file. À l'étage, au guichet du greffe civil, il y avait une mince file de personnes tenant des dossiers comme des gens qui se noient s'accrochent à l'air. J'attendis mon tour sans bouger, car chaque mouvement semblait pouvoir être interprété. Quand j'atteignis le guichet, je glissai ma carte d'identité et les photos de l'ordonnance vers l'avant. J'ai besoin d'une suspension d'urgence et d'une opposition au jugement, dis-je. Je n'ai jamais été signifié. L'adresse de signification est fausse. Le greffier, un homme aux yeux fatigués avec un badge accroché à son col, tapa mon numéro de dossier et fronça les sourcils presque immédiatement. « Vous êtes à cette adresse ?» demanda-t-il en lisant le dossier. « Non, dis-je. Cette adresse est l'ancien domicile de mes parents. Je n'y ai jamais vécu en tant qu'adulte. » Il cliqua à nouveau, afficha un document scanné et tourna légèrement son écran pour que je puisse voir une preuve de signification avec une ligne de signature et une description de l'occupante adulte qui avait prétendument accepté les papiers. Mon estomac se contracta. La signature était un gribouillis, mais l'écriture du nom imprimé en dessous était soignée. Isabelle Dubois. Ma mère n'avait même pas pris la peine de le cacher. Elle a signé pour ça, dis-je doucement. Les sourcils du greffier se levèrent d'une fraction. Elle est la partie demanderesse. Oui, répondis-je, et elle a accepté la signification en mon nom à une adresse où je ne vis pas. Il fixa l'écran un instant de plus qu'il n'en avait besoin. Et puis il fit quelque chose qui me dit qu'il ne faisait pas juste son travail machinalement. Il imprima le formulaire de signification et le glissa sous la vitre. Surlignez ça, dit-il voix basse. C'est important. Je pris le papier avec des mains qui restaient stables parce que je refusais de laisser le système m'étiqueter comme émotive. Je suis aussi propriétaire de la maison, dis-je, et je sortis la copie du titre de propriété de ma pochette inifugée ainsi que la lettre de distribution de la succession. Le nom de mon grand-père en haut, mon nom indiqué comme bénéficiaire de la propriété. Le greffier regarda le titre et cligna des yeux. Puis il tapa à nouveau plus vite. Vos parents ont déposé ça en tant que propriétaire, dit-il, la voix se serrant. Ils prétendent que vous êtes une locataire qui se maintient dans les lieux. Une locataire, répétai-je, gardant un ton plat. Il cliqua sur une autre pièce jointe scannée et tourna à nouveau l'écran. Un contrat de location d'une page. Mon nom tapé en haut. Les noms de mes parents tapés sous bailleur. Une signature en bas qui était censée être la mienne. Ce n'était pas le cas. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de copier mon écriture d'une vieille carte d'anniversaire et s'était ennuyé à mi-chemin. Ils l'ont falsifié, dis-je. Le greffier ne dit pas oui. Les greffiers ne disent pas oui. Il dit, si vous voulez que le juge voie ça aujourd'hui, vous devez déposer votre requête d'urgence maintenant. Je peux vous donner les formulaires et une demande d'audience. Il me tendit un dossier à travers la fente, épais, agrafé, encore chaud de l'imprimante. Les mots référés d'heure à heure trônaient en haut comme une bouée de sauvetage. Quel juge, demandai-je. Il vérifia le rôle. Le juge Mercier est assigné. Puis-je passer devant elle ce matin, dis-je. Il hésita puis regarda par-dessus son épaule vers une porte intérieure indiquant secrétariat du juge. Je peux essayer, dit-il. Mais vous devez comprendre. Je comprends, coupai-je doucement. Si je n'obtiens pas de suspension, la police évacue ma maison à midi. Le greffier hocha la tête une fois, presque imperceptiblement, et reprit mon dossier pour le tamponner. Le tampon s'abattit fort, boum, l'encre saignant dans le papier. Un son qui rendait la chose réelle. Il me glissa la requête tamponnée. Allez à la salle 14, dit-il. Demandez à l'assistante un créneau d'urgence. Je me tournai pour partir, mais il ajouta plus doucement, Mademoiselle Dubois. Je regardai en arrière. Il fit un signe de tête vers le titre de propriété dans ma main. Si ce titre est enregistré à votre nom, le dossier d'expulsion de vos parents a un problème de qualité pour agir. Les juges n'aiment pas les problèmes de qualité pour agir.
Je ne le remerciai pas comme s'il m'avait fait une faveur. Je le remerciai comme s'il m'avait tendu une arme que je savais utiliser. Dans le couloir devant la salle 14, je m'assis sur un banc en bois et remplis la requête avec une écriture lente et propre. Pas précipitée, pas tremblante, chaque ligne délibérée. Et quand j'arrivai à la section qui demandait les preuves à l'appui, j'énumérai exactement ce que le dossier montrait déjà, adresse erronée. La plaignante a signé la signification. Bail falsifié. Titre enregistré à mon nom. Puis je me levai et marchai vers la fenêtre de l'assistante et glissai mon dossier sous la vitre. L'assistante lut la première page, puis la seconde. Puis ses yeux s'arrêtèrent sur la preuve de signification. Son visage changea. Pas dramatique, juste alerte. Elle leva les yeux vers moi. Vous dites que la plaignante a accepté la signification au nom de la défenderesse? Oui, dis-je. Elle me fixa pendant une longue seconde, puis se leva sans un autre mot et disparut par la porte derrière elle. J'attendis, mains croisées, respiration régulière, écoutant les voix étouffées à l'intérieur du cabinet du juge. Quand la porte s'ouvrit à nouveau, l'assistante revint tenant mon dossier comme s'il était soudainement plus lourd. Elle se pencha vers la fenêtre et parla doucement. « Le juge Mercier va vous recevoir, dit-elle. Mais je dois vous prévenir. Vos parents ont joint un document de plus à leur dépôt. Et si c'est ce à quoi ça ressemble, ce n'est pas juste une expulsion. » Mon estomac se contracta. « Quel document ?» L'assistante avala sa salive. « Un acte notarié, dit-elle. Un acte enregistré qui prétend que la maison leur a été retransférée. » Mon corps devint froid, mais mon visage resta immobile. « Un acte, répétai-je doucement. Retransféré à eux. » L'assistante hocha la tête une fois, les yeux prudents. « C'est dans le dossier du tribunal comme pièce jointe. Vous le verrez quand vous serez devant le juge. » Je ne discutais pas dans le couloir. Je n'exigeais pas de le voir à travers la vitre comme une personne frénétique. J'hochai simplement la tête et dis « Oui, merci ». Puis je la suivis par la porte dans la salle 14. La salle d'audience était plus petite que le hall en bas, plus sombre, plus silencieuse, construite pour des décisions qui ruinaient les gens poliment. Quelques avocats étaient assis éparpillés sur les bancs avec des ordinateurs portables ouverts. Un homme dans un costume froissé fixait ses mains comme s'il attendait d'être puni. Et puis j'ai vu mes parents. Ils étaient assis près de l'avant avec un avocat à côté d'eux. Un homme aux cheveux argentés et à la posture calme, le genre d'avocat que les gens engagent quand ils veulent que le tribunal suppose qu'ils sont les raisonnables. Ma mère portait un gilet doux et une expression inquiète, comme si elle était venue me sauver de moi-même. Mon père regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. Ils n'avaient pas l'air nerveux. Ils avaient l'air préparés. Quand ma mère m'aperçut, elle fit un petit sourire triste comme si elle était sur le point de jouer la compassion, et je ne le lui rendis pas. L'huissier appela le numéro de dossier et nous nous approchâmes des tables. Le juge Mercier prit place et regarda immédiatement le dossier avec un froncement de sourcils qui me dit qu'elle avait déjà vu quelque chose qu'elle n'aimait pas. « Bonjour, dit-elle. Nous avons une requête d'urgence pour suspendre l'exécution d'une ordonnance d'expulsion. Mademoiselle Dubois, vous êtes la défenderesse. » Oui, madame le juge, répondis-je. Et vous comparaissez sans avocat aujourd'hui? Oui. Son regard se dirigea brièvement vers l'avocat de mes parents. Maître Laurent Vernet pour les plaignants, madame le juge. Le juge Mercier hocha la tête, puis me regarda à nouveau. Mademoiselle Dubois, vous comprenez que l'ordonnance autorise la possession aujourd'hui. Oui, dis-je. Le policier a dit midi. Le juge Mercier ne réagit pas à l'émotion de cela. Elle réagit à la procédure. Et dites-moi pourquoi je devrais émettre une suspension d'urgence. Je glissai mon dossier vers l'avant, les mains stables. Parce que je n'ai jamais été correctement signifié. La preuve de signification montre que la plaignante a accepté la signification à domicile à une adresse où je ne vis pas. L'adresse n'est pas la mienne, et la plaignante a signé le formulaire de signification. Les yeux du juge Mercier se plissèrent légèrement. La plaignante a signé le formulaire de signification? Oui, dis-je. Maître Vernet sourit faiblement comme s'il était sur le point d'expliquer une technicalité. Le juge Mercier le regarda. Maître, est-ce exact? Maître Vernet se leva, la voix onctueuse. Madame le juge, la signification a été effectuée conformément à la loi.
La signification à domicile est permise. L'occupante a accepté. Le juge Mercier leva une main. Ne me récitez pas la loi. Répondez à la question. Votre cliente a-t-elle signé en tant qu'occupante adulte ayant accepté la signification? Maître Vernet hésita, puis choisit ses mots avec soin. Oui, madame le juge. Madame Dubois a accepté la signification à l'adresse indiquée dans la plainte comme étant la dernière adresse connue de mademoiselle Dubois. Le regard du juge Mercier revint brusquement vers moi. La rue des Acacias est-elle votre dernière adresse connue? Non, dis-je. Je n'y ai pas vécu en tant qu'adulte. Mon permis de conduire, mes avis d'imposition et mes factures d'électricité reflètent mon adresse actuelle. Je glissai ma carte d'identité et une facture récente vers l'avant. Le juge Mercier les scanna rapidement. Puis elle regarda ma mère. Madame Dubois, dit-elle, pourquoi avez-vous accepté la signification au nom de la défenderesse à une adresse qui n'est pas sa résidence? Les lèvres de ma mère tremblèrent en une tristesse exercée. Madame le juge, commença-t-elle doucement. Nous avons tout essayé. Elle a été instable. Elle a arrêté de nous répondre. Nous ne savions pas quoi faire d'autre. C'était là encore. Instable. Une étiquette destinée à faire cesser les questions inconfortables du tribunal. Le juge Mercier ne cligna même pas des yeux. Ce n'est pas une réponse, dit-elle. Soit vous saviez où elle vivait, soit vous ne le saviez pas. Mon père se pencha légèrement en avant, la voix basse. Nous essayons juste de protéger la propriété. Les yeux du juge Mercier restèrent perçants. La protéger de qui? Mon père ne répondit pas. Ma mère baissa les yeux comme une sainte. Maître Vernet intervint rapidement. Madame le juge, les plaignants sont propriétaires de la maison. Ils devaient récupérer la possession. La défenderesse refuse de partir. Le regard du juge Mercier se tourna vers lui. J'ai examiné les pièces, dit-elle, et son ton se durcit. L'une d'elles est un titre de propriété. Ma gorge se serra. Le juge Mercier souleva une seule page du dossier et la tint en l'air. La pièce C est un acte de transfert de propriété enregistré prétendant transférer la propriété de Camille Dubois à marquer Isabelle Dubois, dit-elle. Enregistré il y a 2 semaines. Ma mère inspira doucement comme si elle était sur le point de pleurer. Le visage de mon père resta plat. Le juge Mercier me regarda. Mademoiselle Dubois, avez-vous signé un acte transférant cette propriété à vos parents il y a 2 semaines? Non, dis-je. La voix de maître Vernet intervint, mielleuse. Madame le juge, nous avons un acte notarié au dossier. Les yeux du juge Mercier se braquèrent sur lui. Je ne vous ai pas demandé. Puis elle me regarda à nouveau. Vous dites que cet acte est frauduleux. Oui, répondis-je, et je peux prouver que je n'étais présente pour aucune authentification. J'étais au travail ce jour-là et mon employeur a des journaux d'accès. Le stylo du juge Mercier s'arrêta de bouger. Des journaux d'accès, répéta-t-elle. Oui, dis-je calmement. Entrée par badge et enregistrement des caméras de sécurité. Horodaté. L'expression de maître Vernet se tendit. Madame le juge, cela se transforme en un litige de propriété. Les affaires de succession relèvent d'une autre chambre. Le regard du juge Mercier se durcit. Ce n'est pas une affaire de succession pour le moment. C'est une occupation sans droit ni titre déposée par des gens prétendant être propriétaires, soutenue par un acte que la défenderesse dit n'avoir jamais signé. Combiné à un retour de signification signé par la plaignante à une adresse incorrecte. Elle fit une pause, puis dit la phrase qui fit enfin bouger mes parents sur leur siège. Je ne suis pas à l'aise avec l'exécution d'une expulsion sur la base de ce dossier. Maître Vernet ouvrit la bouche. Le juge Mercier le coupa. Je vais d'abord traiter la suspension, dit-elle. Mademoiselle Dubois, avez-vous une preuve de propriété enregistrée actuelle à votre nom? Oui, dis-je. Et je sortis l'extrait du service de la publicité foncière que j'avais demandé ce matin-là au greffier en bas. Mon résumé de dossier de propriété tamponné. Le juge Mercier le prit, le scanna, et ses sourcils se levèrent légèrement. Il montre que la propriété vous a été distribuée par la succession de votre grand-père, dit-elle en lisant. Enregistré l'année dernière. Puis il montre un acte de transfert il y a 2 semaines, la transférant à vos parents. Elle me regarda à nouveau.
Et vous niez avoir signé ce transfert? Oui. Le juge Mercier se recula légèrement et fixa la pièce jointe de l'acte. Puis elle regarda le bloc notarial en bas. Ses yeux se plissèrent. Maître Vernet ne remarqua pas assez vite. Mes parents si. Les épaules de ma mère se raidirent. Le juge Mercier tapa le numéro de commission du notaire avec son stylo. Maître, dit-elle. Qui est ce notaire? Maître Vernet cligna des yeux. Madame le juge. Quel notaire? Qui est le notaire? Répéta le juge Mercier plus sèchement. Maître Vernet baissa les yeux. Il semble que ce soit un notaire nommé Carla Ménard. Le juge Mercier regarda mon père. Monsieur Dubois, dit-elle. Connaissez-vous Carla Ménard? La bouche de mon père s'ouvrit, puis se ferma. Ma mère répondit pour lui, d'une voix fluette. C'est une amie. Le regard du juge Mercier resta fixe. Une amie qui a authentifié un acte transférant la maison héritée par votre fille à vous deux il y a 2 semaines. Maître Vernet essaya encore, l'urgence s'insinuant. Madame le juge, l'acte est enregistré. Il est présumé valide. Le juge Mercier ne cligna pas des yeux. Présumé valide ne signifie pas immunisé. Elle se tourna vers l'huissier. J'émets une suspension d'urgence de l'ordonnance d'expulsion, dit-elle. Effective immédiatement. Informez l'unité civile de la police. Mes poumons se desserrèrent dans une expiration calme et contrôlée. Le juge Mercier continua, voix nette. Ceci est suspendu en attendant une audience sur l'opposition au jugement et un signalement pour fraude potentielle concernant l'acte. Le visage de ma mère se tendit. Madame le juge. Le juge Mercier la regarda. Arrêtez. Elle dit, vous n'avez pas le droit de parler maintenant. Puis le juge me regarda à nouveau. Mademoiselle Dubois, dit-elle. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Si cet acte est frauduleux, vous avez besoin de plus qu'une suspension d'expulsion. Vous devez protéger le titre immédiatement. Je sais, dis-je. Le juge Mercier hocha la tête. Bien, parce que j'ordonne que le service de la publicité foncière soit notifié d'un transfert potentiellement frauduleux. Le visage de Maître Vernet devint pâle et puis le juge Mercier ajouta, calme mais définitive, et je veux que le notaire comparaisse en personne avec son répertoire. Mes parents s'immobilisèrent. Les yeux de ma mère s'agrandirent légèrement. Et la mâchoire de mon père se serra si fort qu'un muscle sauta. Parce qu'un répertoire de notaire n'est pas une histoire. Ce sont des horodatages, des signatures, des pièces d'identité. C'est une preuve. Le juge Mercier posa le dossier. Audience fixée pour demain matin, dit-elle. Mademoiselle Dubois, apportez vos journaux d'accès au travail. Les plaignants amèneront le notaire et l'acte original. Si quelqu'un ne se présente pas, il y aura des conséquences. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, et pour la première fois, le masque inquiet ressemblait à ce qu'il était. De la peur. Alors que le juge descendait, l'huissier remit l'ordonnance de suspension à Maître Vernet pour distribution. Je pris ma copie et sortis sans regarder mes parents. Dans le couloir, mon téléphone vibra d'un appel entrant. Brigadier Leroux, répondis-je immédiatement. J'ai obtenu la suspension, dis-je. Son soulagement était audible. Bien reçu, répondit-il. Envoyez-moi une photo de l'ordonnance signée par SMS. Je préviendrai le civil et nous nous retirerons. Je l'envoie maintenant, dis-je. Je pris une photo claire et l'envoyai. Puis, alors que je me tournais vers les escaliers, j'entendis la voix de ma mère derrière moi. Basse, urgente, plus du tout douce. Tu penses que ça finit là, siffla-t-elle. Tu ne comprends pas ce que tu viens de déclencher. Je ne me retournai pas parce que je comprenais très bien. Si l'acte était faux, il ne s'agissait plus d'une expulsion. Il s'agissait de savoir jusqu'où mes parents étaient prêts à aller pour voler le cadeau d'un homme mort à leur propre fille. Et demain, avec ce répertoire de notaire sur une table d'audience, nous allions le découvrir. Je ne suis pas rentré seul chez moi. Pas parce que j'avais peur d'être dans ma propre maison, mais parce que j'avais fini de laisser mes parents contrôler l'environnement. Après avoir envoyé la photo de l'ordonnance de suspension au brigadier Leroux, j'ai appelé le numéro de l'unité civile qu'ils m'avaient écrit plus tôt et leur ai demandé de confirmer qu'ils avaient reçu la suspension. La voix du répartiteur était brève, neutre.
Oui, madame. Nous avons la suspension dans le dossier. L'exécution est suspendue. Ensuite, j'ai fait la chose suivante calmement sans demander la permission de personne. J'ai conduit directement au service de la publicité foncière. Il était encore tôt et la salle d'attente sentait le papier et la climatisation rassis. Les gens étaient assis sur des chaises en plastique tenant des certificats de mariage, des levées d'hypothèques, des avis de taxes foncières. Pas de drame, juste de l'administration. J'ai pris un numéro et attendu. Quand mon numéro a été appelé, je me suis avancé au guichet et j'ai glissé ma carte d'identité et l'extrait du registre. L'acte de distribution de la succession de mon grand-père et le nouvel acte de transfert qui transférait soi-disant la propriété à mes parents. J'ai besoin de placer une alerte fraude sur mon dossier de propriété, dis-je. Un juge a émis une suspension aujourd'hui et a signalé l'acte pour fraude potentielle. La greffière derrière le guichet, la trentaine, cheveux tirés en arrière, yeux vifs, regarda le numéro de l'acte et tapa. Son expression changea presque immédiatement. « Madame, dit-elle, cet acte de transfert a été enregistré il y a 2 semaines. »« Oui, et il a été soumis en personne, dit-elle, les yeux scannant les notes de réception, avec une authentification notariale jointe. » Je gardai ma voix calme. Je ne l'ai pas signé. Un juge a ordonné au notaire de comparaître avec son répertoire demain. La greffière ne répondit pas avec sympathie. Elle répondit avec de la procédure. « Avez-vous le numéro de dossier ?» demanda-t-elle. Je le lui donnai. Elle le tapa dans un champ de notes et imprima un petit formulaire. « Remplissez ceci. Nous attacherons un signalement d'alerte fraude au dossier de la parcelle. Cela n'invalide pas l'acte automatiquement, ajouta-t-elle. Mais cela place un avis public que le transfert est contesté et cela peut déclencher une vérification supplémentaire si quelqu'un essaie d'enregistrer d'autres documents. » C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je signai le formulaire avec ma signature normale, lente, propre, et le glissai en retour. La greffière le tamponna et l'ajouta au dossier. Puis elle fit quelque chose qui me fit à nouveau serrer l'estomac. Elle cliqua sur l'image numérique de l'acte et zooma sur le bloc notarial. « Puis-je vous poser une question ?» dit-elle prudemment. « Oui. » Elle tapa l'écran avec son stylo. « Savez-vous pourquoi le numéro de commission du notaire semble étrange ?» Ma gorge se serra. « Étrange comment ?» Elle tourna légèrement l'écran pour que je puisse voir. Le numéro de commission avait un chiffre barré et réécrit. Une minuscule correction maintenant presque invisible à moins d'être formée pour remarquer les problèmes de réception. Cette correction aurait dû déclencher un rejet, dit-elle doucement. Mais ce n'a pas été le cas. C'est passé. Je fixai l'écran et sentis ma colère s'aiguiser en une concentration précise. Un chiffre barré dans une authentification légale n'est pas une coquille. C'est une ouverture. « Pouvez-vous imprimer cette image ?» demandai-je. Elle hocha la tête une fois. « Oui, et j'imprimerai aussi les métadonnées de réception. » Quand elle me tendit les pages, elles étaient chaudes et officielles. Exactement ce avec quoi mes parents ne pourraient pas argumenter plus tard. Je quittai le service de la publicité foncière avec la confirmation de l'alerte fraude dans mon sac et rentrai chez moi. Mon esprit fonctionnait comme une machine propre. Si l'acte était falsifié, il n'y avait que quelques façons dont il aurait pu être enregistré. Un notaire qui a menti. Une signature qui n'était pas la mienne. Une pièce d'identité qui était fausse ou volée. J'avais été quelqu'un qui croyait que je ne me battrais pas parce que je serais trop choqué pour bouger. Quand je me garais dans mon allée, ma maison avait l'air normal, calme, le soleil sur le bardage, la lumière du porche éteinte. Mais la voiture de mes parents était garée de l'autre côté de la rue à nouveau. Ils observaient toujours. Je ne leur donnais pas le spectacle qu'ils voulaient. J'entrais dans ma maison, fermais la porte à clé et allais directement à la table de la cuisine. Puis je fis ce qu'ils n'avaient jamais prévu que je fasse. J'appelai mon employeur, pas pour me plaindre, pas pour pleurer, mais pour demander des journaux. Le bureau de sécurité de mon entreprise répondit à la 2e sonnerie. « Sécurité », dit un homme. « Ici Camille Dubois », répondis-je. « J'ai besoin des journaux d'accès par badge pour il y a 2 semaines, spécifiquement toute la journée du 13. » Il y eut une pause. « Pourquoi ? » « Parce qu'un acte a été déposé prétendant que j'ai signé devant un notaire ce jour-là, dis-je calmement. Et je dois documenter où j'étais.
Le ton à l'autre bout changea instantanément. Compris, dit-il. J'aurai besoin d'une demande par email et d'un numéro de dossier s'il y en a un. J'en ai un, répondis-je. Et je le lui donnai. Il ne demanda pas si j'allais bien. Il n'en avait pas besoin. Il dit, nous allons sortir les entrées de badge et les journaux de la barrière de parking. Si les caméras ont encore les images, nous les préserverons. Préserver. Ce mot ressemblait à une protection. Quand je mis fin à l'appel, je regardai à nouveau par ma fenêtre avant. Ma mère était sur le trottoir maintenant, le téléphone pressé contre son oreille, faisant les 100 pas comme si elle essayait de contenir son impatience. Mon père se tenait les bras croisés, fixant ma maison comme si elle lui devait des excuses. Puis ma sonnette retentit une fois, et quand je ne répondis pas, elle retentit à nouveau. Je ne bougeais pas vers la porte. Je bougeais vers mon téléphone. J'ouvris mon application caméra et commençai à enregistrer. Je la tins basse, capturant l'horodatage et le son. Puis je marchai vers la porte et parlai à travers sans rien déverrouiller. Oui. La voix de ma mère traversa le bois, tranchante. Ouvre la porte. Non, répondis-je. La voix de mon père suivit, contrôlée. Nous sommes ici pour résoudre ça en famille. Je gardai mon ton plat. Vous avez déposé une expulsion contre moi. Vous avez falsifié un bail. Vous avez enregistré un faux acte. Ce n'est pas la famille. C'est de la fraude. La voix de ma mère s'éleva. Comment oses-tu? Je ne répondis pas à ça. Je posai une question à la place. Pourquoi avez-vous fait ça? Silence. Puis mon père parla, la voix basse et froide. Parce que grand-père a promis que la maison resterait dans la famille, dit-il. Et tu prenais des décisions que nous n'approuvions pas. Je sentis ma mâchoire se serrer. Je suis la famille, dis-je. Ma mère craqua. Tu es ingrate. Cet homme aurait voulu que nous l'ayons. J'inspirai lentement. Non, dis-je. C'est pour ça que le titre est à mon nom. La voix de mon père baissa encore plus, comme s'il offrait un avertissement. Demain, le notaire dira que tu as signé. Je ne tressaillis pas. Alors demain, elle produira son répertoire, dis-je, et il montrera ce qu'elle prétend avoir vérifié. La voix de ma mère redevint douce. Trop douce. Tu ne veux pas ruiner des vies pour de la paperasse, Camille. Cette phrase me dit tout. Ils n'avaient pas peur de perdre la maison. Ils avaient peur de ce que la trace écrite révélerait sur la façon dont ils avaient essayé de la prendre. Je gardai ma voix calme. Vous avez déjà choisi de ruiner tout ça, dis-je. Je m'assure juste que c'est enregistré correctement. Puis je mis fin à la conversation de la même manière que je mettais fin à chaque conversation avec des gens essayant de manipuler le moment. J'arrêtai de parler. Dehors, j'entendis ma mère inspirer fort, puis expirer avec un calme forcé. Bien, dit-elle à travers la porte. On se voit au tribunal. Leurs pas s'éloignèrent. Je n'arrêtai pas d'enregistrer jusqu'à ce que j'entende la portière de leur voiture claquer. 1 heure plus tard, mon email tinta venant du bureau de sécurité de mon employeur. Objet, journaux d'accès par badge demandé par Camille Dubois. J'ouvris la pièce jointe. Et c'était là, noir sur blanc. Heure d'entrée, heure de sortie, accès aux portes internes, barrière de parking. Le journal me montrait entrant dans le bâtiment ce matin-là et ne sortant pas avant 18 heures passées. Pas de trop. Pas de temps pour traverser la ville, signer un acte et revenir inaperçu. Puis un autre email arriva. Celui-ci de la greffière du service de la publicité foncière. Objet, confirmation alerte fraude. Dossier de parcelle joint, l'avis officiel de placement d'alerte fraude et l'image imprimée montrant le numéro de commission notariale corrigé. J'empilais les documents sur ma table comme si je construisais un mur, parce que demain ne concernerait pas ce que mes parents prétendaient. Cela concernerait ce à quoi le répertoire du notaire pourrait survivre. Et juste avant de fermer mon ordinateur portable, mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Une phrase, si tu te pointes demain, tu perdras plus qu'une maison. Ma peau devint froide. Pas parce que j'avais peur, mais parce que les menaces signifiaient qu'il savait ce qui arrivait et qu'il ne pensait pas pouvoir l'arrêter proprement. Je ne répondis pas au numéro inconnu. Je fis une capture d'écran de la menace,
la sauvegarder dans un dossier étiqueté avec le numéro de dossier, et me la transférer même à moi-même avec l'objet « Menace reçue veille audience ». Puis je fis la chose la plus simple et la plus importante. Je suis allé dormir. Pas paisiblement, pas facilement, mais j'ai forcé mon corps à se reposer parce que l'épuisement rend imprudent. Et mes parents avaient construit tout leur plan sur le fait que je sois trop fatigué, trop choqué, trop seul pour me battre. À 8h45 le lendemain matin, je rentrai dans la salle 14 avec un seul dossier et un visage calme. Mes parents étaient déjà là avec leur avocat. Ma mère portait un gilet légèrement différent, comme si elle croyait que les changements de costume réinitialisaient le récit. Mon père semblait impatient, mâchoire serrée, yeux fixés sur le banc comme s'il attendait la permission de prendre ce qu'il avait décidé lui appartenir. Et assise derrière eux, posture raide, sac à main serré fort, se trouvait le notaire, Carla Ménard. Et elle ne ressemblait en rien à ce que j'avais prévu. Pas suffisante, pas confiante, juste tendue comme si on lui avait dit de se présenter et de répéter une ligne. Et elle priait pour que personne ne pose la mauvaise question. Quand l'huissier appela le dossier, le juge Mercier prit place avec la même expression concentrée qu'elle portait hier. Seulement aujourd'hui, elle semblait plus tranchante, moins tolérante. « Bonjour, dit-elle. Nous sommes ici pour la requête de la défenderesse en opposition au jugement par défaut et l'inquiétude du tribunal concernant un acte de transfert enregistré soumis comme pièce jointe. » Elle regarda directement l'avocat de mes parents. « Maître, avez-vous l'acte original ?» Maître Vernet se leva. « Oui, madame le juge. » Il tint une enveloppe Kraft comme si c'était sacré. Le juge Mercier tourna son regard vers le notaire. « Mademoiselle Ménard, dit-elle. Vous êtes notaire commissionné dans cet état. »« Oui, madame le juge, répondit Carla, la voix fluette. »« Et vous avez authentifié un acte transférant la propriété de Camille Dubois à Marc et Isabelle Dubois le 13, dit le juge. »« Correct ?» Carla avala sa salive. « Oui. » La voix du juge Mercier resta calme. « Alors vous allez produire votre répertoire. » Carla hésita pendant un demi-battement de cœur. Maître Vernet parla rapidement. « Madame le juge, l'authentification a été effectuée correctement. La reconnaissance est complète. Le répertoire n'est pas nécessaire. » Le juge Mercier le regarda comme s'il avait suggéré qu'elle ignore la gravité. « Asseyez-vous, dit-elle. » Maître Vernet s'assit. Le juge Mercier garda ses yeux sur Carla. « Le répertoire, maintenant. » Les mains de Carla tremblaient alors qu'elle ouvrait son sac. Elle sortit un petit livre noir, couverture rigide, bords usés, et le tint comme s'il pesait 10 kilos. Elle l'apporta au greffier qui le remit à l'huissier, qui le porta au juge. Le juge Mercier l'ouvrit, et la salle devint silencieuse de cette façon qui rend chaque déglutition bruyante. Le juge Mercier passa un doigt sur les entrées puis s'arrêta. Elle leva les yeux. « Mademoiselle Ménard, dit-elle uniformément. Veuillez dire au tribunal quelle identification vous avez vérifiée pour Camille Dubois le 13. » Carla cligna des yeux rapidement. « Son permis de conduire. » Le juge Mercier baissa les yeux. « Votre entrée dans le répertoire indique un numéro de permis de conduire se terminant par 931. » Mon estomac se contracta. Mon permis ne se terminait pas par 931. Le juge Mercier leva les yeux à nouveau. « Mademoiselle Dubois, me dit-elle, quels sont les 3 derniers chiffres de votre numéro de permis de conduire ?» Je répondis sans hésitation. 617. Le juge Mercier hocha la tête une fois. Puis elle regarda Carla et le calme dans sa voix devint autre chose, quelque chose de dangereux. « Donc le répertoire ne correspond pas au permis réel de la défenderesse, dit-elle. » Expliquez. Les lèvres de Carla s'entr'ouvrirent et se refermèrent. Ses yeux se dirigèrent vers mes parents juste une fois, si petit que la plupart des gens l'auraient manqué. Mais le juge Mercier ne manquait rien. Maître Vernet se leva trop vite. « Madame le juge, les répertoires peuvent contenir des erreurs de transcription. » Le juge Mercier le coupa. « Ça suffit. » Elle tourna le répertoire légèrement et lut la ligne suivante pour le dossier. « Cette entrée indique le signataire comme Camille Dubois, dit-elle. Et sous signature, il y a un gribouillis qui ne ressemble pas à la signature sur les dépôts de la défenderesse. » Elle tourna son regard vers Carla. « Avez-vous été témoin de la signature de cet acte par Camille Dubois en votre présence ?» La voix de Carla sortit tendue.
Oui. Le juge Mercier n'éleva pas la voix. Elle tendit simplement la main vers l'impression que j'avais soumise hier, les journaux d'accès de mon employeur, et les tint en l'air. Mademoiselle Dubois, dit-elle. Vous avez déclaré que vous étiez au travail toute la journée. Oui, répondis-je. Avez-vous une documentation, demanda-t-elle, montrant que vous étiez physiquement présente. Oui, dis-je, et je glissai vers l'avant les journaux de badge et l'email de certification du bureau de sécurité. Puis j'ajoutai la seule chose que les gens comme mon père oublient toujours qui existe. Mon journal de barrière de parking avec un scan de plaque horodatée. Le juge Mercier scanna la première page, puis la seconde. Ses yeux se plissèrent aux horodatages. Puis elle regarda Carla. Mademoiselle Ménard, dit-elle. À quelle heure avez-vous authentifié cet acte? Carla avala sa salive. Vers midi. Le juge Mercier se tourna vers le journal. Le journal de badge de la défenderesse la montre à l'intérieur d'un bâtiment sécurisé à midi avec accès aux portes internes, dit-elle. Son journal de barrière de parking montre son véhicule à l'intérieur du garage contrôlé. Elle n'est pas partie. Le visage de Carla se tendit et sa voix craqua légèrement. Peut-être que c'était plus tard. Le juge Mercier tourna à nouveau la page du répertoire. Votre répertoire indique l'heure comme 12h15, dit-elle. Donc, non, pas plus tard. Maître Vernet avait l'air de vouloir disparaître. Les mains de ma mère étaient serrées si fort que ses doigts paraissaient pâles. Mon père regardait droit devant lui comme si refuser de regarder la preuve l'empêcherait d'exister. Le juge Mercier posa le répertoire lentement et se pencha en avant. Mademoiselle Ménard, dit-elle, êtes-vous familière avec les conséquences d'authentifier une signature dont vous n'avez pas été témoin? Les yeux de Carla se remplirent de panique. Oui. Alors je vais vous demander une dernière fois. Le juge Mercier dit, avez-vous vu Camille Dubois signer cet acte? La bouche de Carla trembla et ses yeux se dirigèrent à nouveau vers mes parents. Ma mère secoua la tête légèrement, minuscule, désespérée. Mon père ne bougea pas du tout. Carla expira un souffle tremblant, et quand elle parla, le mensonge s'effondra enfin sous son propre poids. Non, chuchota-t-elle. Je ne l'ai pas vu. La salle d'audience n'explosa pas. Elle se réinitialisa simplement comme si la vérité avait basculé un interrupteur et que tout dans la pièce était maintenant sur un circuit différent. La voix du juge Mercier devint froide et précise. Merci, dit-elle. C'est tout. Ma mère fit un petit bruit, moitié halètement, moitié colère, puis ferma brusquement la bouche comme si elle s'était souvenue que les caméras existaient. Maître Vernet se leva à nouveau, la voix craquant d'urgence. Madame le juge, ceci dépasse le cadre. Le juge Mercier leva la main. Asseyez-vous. Il s'assit. Le juge Mercier regarda mes parents. Marc Dubois, dit-elle. Isabelle Dubois, levez-vous. Ils se levèrent lentement, comme si la gravité avait changé. Le juge Mercier parla d'un ton qui n'avait pas besoin de volume. Cette cour annule le jugement par défaut, dit-elle. L'ordonnance d'expulsion est dissoute. La procédure pour occupation sans droit ni titre est rejetée pour défaut de signification et défaut de qualité pour agir. La bouche de mon père s'ouvrit. Le juge Mercier continua. Cette cour réfère l'acte de transfert au procureur de la République pour enquête sur un transfert frauduleux et complot, et réfère le notaire à la chambre des notaires pour révocation potentielle. Les yeux de ma mère s'agrandirent. Madame le juge. Le regard du juge Mercier la coupa. Non. Puis le juge me regarda. Mademoiselle Dubois, dit-elle, vous allez obtenir une copie certifiée de l'ordonnance d'aujourd'hui et l'enregistrer auprès du service de la publicité foncière. Vous poursuivrez également une correction de titre par la voie civile appropriée. D'après ce que j'ai vu, vous devriez maintenant envisager une ordonnance de protection également. Je le ferai, dis-je. Le juge Mercier hocha la tête une fois, et puis elle délivra la phrase qui fit enfin paraître mes parents effrayés. Et si l'un ou l'autre des plaignants tente toute autre action pour vous retirer de cette propriété, contactez les forces de l'ordre immédiatement. Les ordres de cette cour ne sont pas des suggestions. L'audience se termina avec de la paperasse, des tampons, et le genre de silence qui ne vient qu'après que les gens réalisent que le système n'est plus de leur côté. Dehors de la salle d'audience, mes parents ne m'approchèrent pas. Ils ne pouvaient pas. Maître Vernet évita entièrement mes yeux,
leur parlant par phrases rapides et basses comme s'il essayait de les faire sortir du bâtiment avant que quelqu'un ne décide de les détenir. Carla Ménard sortit par l'autre direction, le visage pâle, serrant son sac comme si c'était un radeau de sauvetage. Et je suis allé directement en bas au greffe et ai demandé des copies certifiées. Le tampon s'abattit fort, boum, encore et encore. Certifié. 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 Puis je conduisis directement au service de la publicité foncière et enregistrai l'ordonnance du juge contre le dossier de la parcelle, l'attachant à l'alerte fraude déjà en place. La greffière qui m'avait aidé hier ne sourit pas. Elle hocha juste la tête une fois quand elle vit la signature du juge, comme si elle avait attendu que la paperasse rattrape la réalité. En sortant, mon téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Cette fois, c'était une ligne, plus courte que la dernière. Oublie ça. J'ai fait une capture d'écran quand même parce que les gens comme mes parents ne s'arrêtent pas parce qu'ils se découvrent une conscience. Ils s'arrêtent parce que les portes se ferment. Au cours des semaines suivantes, j'ai regardé les conséquences se dérouler sans les poursuivre. Le service de la publicité foncière a confirmé que l'acte était signalé et soumis à enquête. La commission du notaire a été mise sous examen. Le bureau de sécurité de mon employeur a préservé les images de moi entrant dans le bâtiment ce matin-là et ne sortant jamais. L'unité civile de la police a ajouté l'ordonnance de suspension et de rejet à son système pour que personne ne puisse se présenter à 6 heures du matin avec des papiers et prétendre que c'était la routine. Et mes parents, des gens qui avaient passé toute ma vie à me dire que le nom de famille comptait, ne pouvaient pas me regarder dans les yeux sans voir leur propre signature sur un mensonge. Ils ne se sont jamais excusés. Ils n'avaient pas l'équipement émotionnel pour la responsabilité. Ma mère a envoyé un email qui essayait de réécrire toute la chose comme un malentendu. Mon père n'a rien envoyé du tout. Mais je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais besoin de ma maison. Et j'avais besoin que le cadeau de mon grand-père reste là où il l'avait mis, avec moi, la personne en qui il avait confiance. Un soir, je me suis tenu dans le salon et j'ai regardé la lumière du soleil entrer par les fenêtres. Les mêmes fenêtres que mes parents avaient essayé de voler en entrant au tribunal avec du papier falsifié. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais calme. Le genre de calme que l'on gagne quand on arrête de supplier d'être traité équitablement et qu'on commence à forcer les gens à faire face aux faits. Quelques semaines plus tard, la rue semblait normale à nouveau. Pas de voiture de patrouille le long du trottoir. Pas de parents de l'autre côté de la route observant comme des prédateurs. L'alerte fraude est restée sur le dossier de propriété jusqu'à ce que le processus de correction de titre soit terminé. Et chaque lettre officielle qui arrivait allait dans le même dossier avec le numéro de dossier sur la tranche. J'ai remplacé la serrure de la porte d'entrée, installé une petite caméra près du porche, et gardé des copies certifiées de l'ordonnance du juge dans un endroit sûr. Pas parce que je voulais vivre dans la peur, mais parce que je voulais vivre dans la réalité. Mes parents avaient prouvé qu'ils utiliseraient les institutions comme des armes. J'ai appris à utiliser les mêmes institutions comme des boucliers. Si vos parents essayaient de vous expulser d'une maison que votre grand-père vous a laissée, les confronteriez-vous d'abord ? Ou feriez-vous exactement ce que j'ai fait et laisseriez-vous la paperasse les piéger dans leurs propres mensonges ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoire où le silence gagne parce que le dossier est plus fort que la manipulation, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.